Et c'est un nouveau podcast qu'on commence à l'instant. Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Oui. Et on parle de Alfred, ou plutôt Sir Alfred Hitchcock. Il y a plusieurs qui sont le maître. Le maître du suspense, le gros bedonnant, épeurant. Ouais, l'homme avec peu d'émotion. Ouais. Il est drôle, mais... Il y a beaucoup d'humour, je pense, cet homme-là. Ouais, j'ai vu une entrevue avec lui au Dick Cavett Show. Ouais. Écoute, là, ça doit dater début 70, même, enfin, en tout cas, je sais plus. Mais ouais, tu sens que l'animateur pédalait, il est très comme peu de... Mais évidemment, c'est un réalisateur, c'est un gars dans l'arrière, c'est pas vraiment... C'est un anglais aussi. Un anglais très, très flegmatique. Puis ça, il prend 2-3 trucs. Puis un moment donné, il perd un gag, mais tu sais, c'est très british d'avoir aucune émotion d'en face. Puis avec sa carrure imposante, il en rajoute un peu. Là. Mais il revenait sur le truc, puis peut-être qu'on va en revenir, mais on va peut-être embarquer là-dessus. J'en parle, mais c'est quand il avait dit là, sa fameuse phrase, là, c'est parce que j'ai écouté en anglais, mais qui prenait les acteurs comme du bétail. Ouais, c'est ça. J'avais juste cattle dans la tête. Mais ouais, du bétail. Puis il revenait là-dessus, en fait. Puis là, il a précisé, il dit, je dis pas qu'ils sont des bétails, mais il faut les traiter comme des bétails. Je sais pas si c'est mieux, mais... Ouais, il y a beaucoup de mythes du genre qui tournent autour de l'homme et de l'artiste, tu sais. Des fois, on ne sait pas si tout est vrai. Il y a un mythe qui est comme... On entend souvent aussi qui date de son enfance, comme quoi son père l'a amené en prison comme le poste de police du quartier, là, pas la grosse prison. Puis il l'a juste mis derrière les barreaux parce qu'il avait fait quelque chose de pas correct pendant un certain temps. Puis il a eu comme la peur de sa vie, puis ça a comme résonné dans tout son cinéma. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est le fun de le croire, mais tu sais. Ouais, ça rajoute au mythe. Puis tu sais, ça fait l'époque un peu, là, tu sais. Il est né en... Il est né en 1899. Moi aussi, je m'en allais faire ça. Non, en 99. Hein. 1899. Ouais, il est mort en 1980. Avec lui, le 20e siècle, il l'a vécu au complet. Puis il a commencé... C'est ça qui me fascine quand même, parce que moi, je suis un grand fan de lui, un de mes réalisateurs préférés, et je dirais même peut-être le plus important du 20e siècle. Puis c'est important... C'est pas dans son apport. Oui, c'est ça. Il y a Kubrick aussi qu'on pourrait citer, il y en a plusieurs, mais lui particulièrement parce qu'il a tellement essayé d'user d'une certaine inventivité à chacun des films avec la technique. Il a commencé dans le muet. Là. Oui. Fait que là, il faut qu'il s'adapte au son, après ça, il s'adapte à la couleur. Chacun des films, c'est comme une technique nouvelle, mais en même temps, c'était l'avancée de la technologie de l'époque aussi. En même temps, je pense qu'il est né avec le cinéma. Fait que c'est comme c'est comme l'analogie qui me vient en tête, puis peut-être que c'est vraiment nul, mais tu sais, les Bill Gates ou Steve Jobs qui sont nés en même temps que les ordinateurs. Fait que quand ils sont arrivés au secondaire, à l'université, ben les ordinateurs, ils montaient, fait qu'ils étaient aptes à approfondir ça. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu ça. Il est arrivé, le cinéma était là, puis là, il a pu voir puis suivre toutes les avancées puis être dans la force de l'âge pour suivre tout ça. T'sais. Ben c'est ça. C'est pas comme quand mettons, des cinéastes d'aujourd'hui, leur premier film en 2020, il y a comme plus de 100 ans d'histoire. Tout est avancé, les meilleurs films. Fait que là, c'est comme ils participaient au premier balbutiement aussi de l'œuvre en tant que telle, de l'art en tant que tel, du 7e art pour le rendre plus loin, le faire avancer, parce qu'on était beaucoup dans le théâtre filmé là, à l'époque. Là. Les premiers films, même les Buster Keaton, j'en ai écouté récemment, les Chaplin, pas toujours, mais souvent c'est ça. Là, c'est une scène, un plan fixe. Puis, on fait notre scène dans ce carré-là. Fait qu'il n'y avait pas un langage encore. Pas aussi approfondi. Pas aussi approfondi, c'est ça. C'est sûr. Puis, tu sais, justement, dans l'entrevue avec Dick Cavett, il revenait sur le Kuleshov, en fait. L'effet Kuleshov. L'effet Kuleshov, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est vraiment, les Russes étaient forts sur le montage, sur la réflexion, toute l'intellectualisation du montage. Puis c'était l'idée ils se rendaient compte que quand tu avais une image, et après ça, tu mettais un visage d'un homme, mais l'image avant influençait l'image d'après. Ouais. Parce que tu pouvais reprendre la même émotion. Mm-hmm. Et là, si c'était une assiette de nourriture, ben là, il avait l'air d'avoir faim. Mais si c'était, je sais pas, il y avait comme un cadavre, mais il était suspicieux. Ouais. Mais c'était pourtant le même visage, tu sais. Puis Hitchcock en a fait extrêmement un bon usage. Puis tu voyais qu'il y a vraiment, tu sais, justement, il est arrivé un peu, puis il avait l'âge pour assimiler tout
ces trucs-là qui se passaient quand il était plus jeune. Puis d'arriver, puis de juste essayer, film après film, de jouer avec ça, puis de... Puis à chaque film aussi, c'est ça, il essaie quelque chose de différent. Ben, quasiment, là. Ouais, c'est ça. Là. Surtout dans ces derniers, parce que, tu sais, les films qu'on connaît le plus de lui, c'est son époque américaine, on ne se le cachera pas, là, parce qu'il a commencé en Angleterre, puis il a fait 54 films au total dans sa vie, dont 24 en Angleterre. Donne-moi-en un là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup qu'on connaît moi en tant que cinéphile, puis je m'intéresse à ce réalisateur-là, donc j'en ai vu 3-4 là-dedans. Il y a The Man Who Knew Too Much, la première version, je pense Les 39 marches, puis moi j'ai vu The Lodger, qui est un de ses films muets. Mais sinon, c'est à partir de 1940, là, il est arrivé aux États-Unis, il a fait Rebecca, qui vient juste d'être réadapté là, sur Netflix. Je pense pas que c'est la même chose. Et qui a gagné l'Oscar du meilleur film à l'époque. Et là, des années 40, il a commencé à monter dans les studios américains puis à se faire un nom. Puis là, les années 50, c'est comme son âge d'or. Et ça va être les films qu'on va parler parce qu'on ne pourra pas résumer toute sa carrière. Je ne les ai pas tous vus. Mais c'est combien au total? 54 films. Ouais, c'est ça. Ben, je les ai comptés sous IMDb. Mais 54 quand même. Là. C'est fou. Là. Les premiers sont moins longs, soit c'est 1 heure. Là. Oh, oui, mais... 55 minutes, 1h15, là, les muets surtout. Oh. Puis, mais après, les derniers, c'est plus massif. Là. C'est 2h30, puis c'est du gros stock. Perso, je n'aurais coupé un peu. Là. Ouais, peut-être. Des fois, c'est un peu trop long, ouais. Mais c'est notre standard. Je vais revenir là-dessus, là, mais c'est mon standard. Puis je pense que je l'ai dit dans d'autres podcasts. Moi, j'ai pas un problème, mais à chaque fois que j'écoute des films qui datent, j'ai de la misère, on dirait, à me mettre dans la peau de cette époque-là, puis d'être émerveillé. Ouais. Tu sais, de faire comme, oh, le shit, puis on va revenir sur Psycho, évidemment, mais tu sais... Tu vas toujours avoir l'épreuve du temps qui va te faire step back, puis tu vas plus... ça, c'est... C'est correct. Ça, c'est tiré, ça, il aurait dû couper là, mais dans le standard d'aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est pas toujours la technique non plus qui vieillit mal, c'est aussi des fois le jeu des comédiens, tu sais, ça jouait pas dans les années 50 comme ça joue aujourd'hui. James Stewart, là, c'est ça. Il est excellent, mais... Il est vraiment bon, moi je l'aime, mais... Mais il y a quelque chose de risible. Un acteur qui jouerait de même aujourd'hui, tu ne crois pas une seconde sur certains trucs. Non, les filles aussi, des fois, ils vont soit crier. C'est très gros. Il y avait quelque chose. Il essayait de s'éloigner du théâtre, mais on dirait qu'il y avait quand même un peu quelque chose qui est encore là. En tout cas, je ne suis pas un expert de cette époque-là. Mais moi non plus. moi ça fait plusieurs années que j'aime les films d'Hitchcock, puis j'en ai vu 29, j'ai compté. Puis je pense... Les autres, ils m'intéressent un peu moins parce que c'est surtout les vieux. Mais je pense que j'ai vu les 29 qui me tentaient le plus. Là. Ouais, ceux qui me plaisent plus. Il y en a là-dedans. Il y en a une gang que j'ai pas aimé. C'est comme les Woody Allen. Là, je les ai tous vus, mais il y en a comme une quinzaine. Ça vaut pas la peine. Là, pas en tout. T'sais. Fait que c'est un peu le même principe. Ouais, ça c'est clair. Fait qu'on s'est concentré, nous, sur 5 films. 4. Ouais. Surtout 4 qui reviennent souvent dans les plus appréciés, les plus reconnus, les mieux cotés. On va les nommer tout de suite, puis on va y revenir. Donc, Rear Window, Fenêtre sur cour. On a Vertigo. Ensuite, on a North by Northwest. On va terminer avec Psycho. On va parler un petit peu de Birds aussi, évidemment, qui est peut-être son dernier succès reconnu. Parce que dans les années 60, là, c'était pas mal sur la pente descendante. Là. Moi, j'ai vu Family Plot, Topaz, Torn Curtain. C'est des films qu'il a fait mi-60 avec des acteurs qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, genre Sean Connery, Paul Newman. Mais c'est pas toujours aussi bon que ce qu'il a fait dans le passé. Donc, il commençait à faiblir un peu. Peut-être qu'il était malade aussi, mais mine de rien, il manquait de jus. Ouais, puis là, peut-être que... Mais tu sais, justement, là, ça devait le rattraper quand on disait que justement, parce qu'il a commencé dans le muet. Rendu là, des années 60, 70, là, tu fais comme... OK, puis là, surtout dans les années 60, la nouvelle vague. Là, tu as les jeunes qui sont arrivés puis ont comme tout brisé les codes. Puis là, lui arrive avec son style qui est très carré, qui a été formé dans les studios. Fait que, je veux dire, il essayait des affaires, puis c'était cool, mais tu sais... Là, je pense qu'à un moment donné, avec l'âge aussi, il s'est fait dépasser. Puis là, ça a été l'explosion des années 70, que là, ça s'en allait un peu
plus n'importe où. Puis ben là, oui. il suivait plus la game pantoute. Non, exact. Et autant, il a été un précurseur de ça. Il a comme inspiré les Spielberg, les Scorsese de Palma. Les autres l'ont dépassé. Mais après ça, il s'est fait dépasser, évidemment. Là, on peut rentrer direct dans le premier qu'on voulait aborder. Fenêtre sur cour, Rear Window. Oui. 1954. Si tu veux un petit peu dans le temps, bon, ça fait une trentaine de films qu'il a déjà fait. C'est son deuxième de la même année, il faut quand même le dire. Non, c'est ça. C'est fou, là. Il était productif. Productif, intense. Donc, il avait fait Dial M for Murder avec Grace Kelly. Et là, la même année, il revient avec Grace Kelly et James Stewart, qui est un de ses acteurs fétiches. Il en a fait 4-5 avec lui. Ouais, c'est ça, okay. Je pense que c'est déjà son troisième avec James Stewart, qui avait fait The Rope avant, entre autres. Ouais. Et, c'est super simple comme synopsis. On a un photographe journaliste qui est amputé d'une jambe dû à un accident. Amputé dans un plâtre. Il n'est pas amputé. Non, il l'a pas perdu. Non, c'est vrai, je viens de me rappeler de la signification du mot. C'est correct. Il était dans le plâtre. Un accident sur un shooting photo. De F1, là, de course automobile. Ouais, c'est ça. C'était pas F1, mais ouais. Ouais, c'est ça. Donc, et là, il est pogné là. Il n'y a rien à faire chez eux. Il n'y a pas Internet. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas... Fait qu'il va regarder dans sa cour, et une espèce de cour fermée là, où il peut... C'est le Facebook de la vie. Oui, c'est vrai, ça. Il épie la vie des gens. Exactement. Donc, et ce qui est particulier avec ce film-là, c'est vraiment comme un seul point de vue. Oui. On va voir de la fenêtre de James Stewart tout le long du film, en zoomant un peu puis en faisant des pannes, mais on ne sera jamais dans les autres maisons. On ne verra jamais. Donc, on passe tout à... Tu parlais de l'effet Kuleshov, tu sais, on passe tout parce qu'on voit souvent sa réaction, on voit ce qu'il voit. Ouais. Sa réaction, on voit ce qu'il voit. On va jouer un peu là-dessus. C'est un huis clos théâtral. Ouais. C'est peut-être le plus théâtral dans ceux-là, de par le style, mais c'était voulu. Fait c'est ce qui est intéressant, parce que là, il pouvait vraiment... bon, j'ai dit tantôt, moi, j'ai pas tant trippé à cause que... Peu importe les raisons, mais Hitchcock, ce qui a vraiment amené, c'est le blocage. Je sais pas si c'est ça en français, le blocking, mais c'est la mise en scène. Ouais. Comment il place ses trucs. Et là, c'est l'idée, bon, on est vraiment à huis clos. Là. Un gars qui regarde par la fenêtre, un gars qui bouge pas dans une chaise. C'est pas les seuls lieux. Il n'y a pas d'autres lieux vraiment, peut-être au début, là, pour installer le tout. Mais il me semble même pas, non. On commence direct là. On est que là, oui. On est que là. Il y a juste à la fin qui sort de l'appart, mais il va dans la cour. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme une cour intérieure, donc c'est comme si on voyait les 4 façades de building là, qui se regardent. Puis c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une réflexion, c'est un début de réflexion, parce que ce film-là, puis souvent Hitchcock, ses films, c'est que c'est, quand on parle de point de vue, donc, mais souvent, il va contrôler le film carrément en nous forçant ce qu'on veut. Mais là, on est dans le point de vue du personnage principal et on est aussi perdu que lui. Ouais. Parce qu'on ne lui montrera pas plus que lui peut voir. C'est ça. Ce qui est souvent, dans les suspens, on peut jouer avec le fait de on montre un truc que le personnage principal n'a pas vu, puis là, tu te demandes, là, on joue à ce que peut-être ça a un lien. Mais là, nous, il aime ça faire ça, Hitchcock, sauf que là, il s'est dit, je le ferai pas. Non, c'est ça. On ne peut pas voir plus que lui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de. Ce que j'ai aimé, c'est l'effet des appartes en face, ou les autres, mais qu'on n'a que des fenêtres. Donc, c'est comme des vignettes. Ouais. On voit la cuisine, le salon et la salle à manger. Mais on ne voit pas ce qui se passe entre. Fait que ça nous coupe beaucoup d'informations. Ben oui. Des fois, on voit quelqu'un, il quitte, on pense à la cuisine, mais il arrête dans le mur, puis on ne sait pas ce qu'il fait. Il est passé où? Ouais. Fait que ça, c'est ça. Je pense qu'il a utilisé toutes les façons, en fait, possibles de gérer ça là-dedans. Il avait fait auparavant Rope, qui était vraiment un huis clos, mais là, c'est plusieurs personnages qui vont un peu comme 12 Angry Men, là, qui vont juste socialiser ensemble. Il a fait The Boat ou Lifeboat, qui c'est sur un bateau tout le long. Puis là, tu vois, on dirait qu'il voulait pousser ça encore un peu plus loin, tout en se donnant des barrières qui juste pour comme une figure de style, pour un défi supplémentaire, là, en fait, de raconter une histoire. Et c'est pas surprenant, ça se joue pas sur la surprise. Tu te vas pas être flabbergasté à la fin d'apprendre que lui, il a peut-être tué sa femme. Tu te doutes pas mal d'où ça s'en va. Parce que là, on l'a pas dit. Lui, il doute que quelqu'un qui aurait peut-être tué sa femme.
Exactement. Qu'on voit au début. Après ça, on la voit plus. On voit qu'il, lui, va serrer des bijoux dans une valise. Il va faire plusieurs allers-retours. Entre une grosse mallette là, avec la corde. Là, puis... Il y a un chien qui... Le chien de la voisine va gratter dans les fleurs. Mais c'est bizarre. Tellement circonstanciel. Là. C'est vraiment juste parce que c'est un gars qui a rien à faire puis il se met juste à spinner. Oui, exactement. C'est ça. Fait que, on part dans sa tête là-dessus. Parce que c'est un film très voyeur, le plus voyeur qu'il a fait, là, parce qu'il aime ça quand même faire ça. Ouais. Mais là, ça repose que là-dessus, puis jusqu'où il va un peu pousser ça, ce côté malsain-là d'observer les voisins. Ouais, puis même ce que je trouvais intéressant, puis moi, ce qui m'a le plus accroché au film, en fait, c'était le personnage, la dame en bas. Ouais, seule. Qu'il appelle Miss Lonely Heart. Là. Ouais. Elle, je la trouvais la plus intéressante parce que c'était elle qui était... Parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, l'autre, la femme est disparue, là, il délai, puis c'est juste comme, on s'en fout. Mais là, tu fais comme l'autre en bas, là, elle mélange les pilules avec l'alcool, elle est clairement trop seule, prendre des dépressive. Ouais. Puis il s'en fout. Ouais. J'étais comme... C'est fou, mais mon Dieu, elle va peut-être se suicider. Genre, elle va pas bien, la madame. Là. Puis je trouvais ça intéressant. T'sais, l'espèce de... il s'en fout un peu, puis il va juste sur le mystère au lieu de des fois, on voit quelque chose. Parce qu'elle, on la voit vraiment prendre des pilules avec l'alcool, puis pleurer, puis être seule. Puis ouais, mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec là? Puis c'est un peu l'esprit humain qui va... Je trouvais que c'est intéressant. C'est une critique de l'humain qui va tout le temps vers le macabre. Ou le sexuel, il va regarder beaucoup celle qui danse. Ouais, c'est comme ça attire beaucoup son œil. On pense que c'est une prostituée ou elle reçoit plein d'hommes. Finalement, à la fin, il y a comme son mari qui revient de la guerre, qui est comme plus petit qu'elle, lunettes, qui n'est pas dans les stéréotypes que tu t'imagines d'une femme. Non, c'est ça. J'ai des lunettes. Pas de chance avec la danseuse, moi. Avec la moustache, ça va marcher. Non, mais... Donc, ça joue un peu aussi sur ce que tu vois versus ce que c'est. Donc, un peu déjouer les stéréotypes ou... Parce qu'au final, le personnage de James Stewart va avoir les deux jambes dans le plâtre et non pas amputées. Donc, au final, il est comme encore plus mal en point à cause de ce qu'il a trop obsédé. Ouais, exactement. Fait que c'est un peu puni. Le vice est toujours puni là, dans ces films. Là. Oui. Évidemment. Fait que c'est un peu le retour du balancier qui il claque en pleine face. Et même s'il avait raison. Oui, même s'il avait raison, exactement. C'était juste pas de ses affaires. Non, c'est ça, mais en tout cas. C'est parce que moi, au début, je pense, je m'attendais plus à un... Pas whodunit, mettons. Ouais, genre, mais si je m'en allais dire, mais c'est pas un vrai whodunit, mais un espèce de comme... OK, il y a quelque chose, c'est pas... Twist and turn. Ouais, twist and turn, un peu plus intense. Fait que là, quand je voyais que... Je suis comme, OK, mais c'est lui, on le sait, OK... Mais c'est ça qu'il disait dans l'entrevue avec que je parlais tantôt de Dick Cavett. Là, il parlait vraiment de pour lui, c'est quoi le suspense. Puis c'est exactement ce qu'il a fait dans Rear Window. C'est que c'est pas tant. Lui, il était pas tant dans le punch-out. Non. C'est ça. Il y avait une autre vision. Il était plus dans le climax. C'est comme une différence dans le sens où tu n'auras pas un punch à la fin. Tu vas juste avoir comme un builder pour que ça soit vraiment nice. C'est ce que tu t'attends, c'est juste que ça va comme exploser. Oui, mais je pense que c'est ça aussi qui m'a peut-être un peu dérouté parce que tout le monde parle de le maître du suspense, et c'est plus notre définition d'aujourd'hui. Surtout pas pour celui-là. Vraiment pas lui, ça c'est sûr. C'est quand même lent, c'est très fixe. Oui, c'est ça. Et puis on comprend d'avance. C'est pas tant sur un reveal à la M. Night Shyamalan, là, que là, on est comme « Oh, shit! » Puis, on a choisi des films qui sont très bien cotés, sont passés à l'histoire, mais c'est aussi des films qui sont très différents. Oui. Puis, on peut tout de suite passer à Vertigo, qui est extrêmement différent. Extrêmement différent. Puis, bon, celui-là, c'est mon préféré d'Hitchcock, définitivement, un de mes films préférés, qui a été, numéro 1 selon plusieurs, qui a dépassé Citizen Kane selon, mettons, la British Film
Institute, entre autres. Ils sont chauvins, les... Oui, ben c'est ça. Fallait bien que... Et sinon, American Film Institute, le classé en 2007, 9e, puis c'est le même palmarès depuis. Donc, bon, qui est très aimé des réalisateurs aussi, là, ça l'a influencé, parce que c'est un film qui parle du cinéma, c'est un film qui est très poétique, qui est beau techniquement, pour l'époque surtout impressionnant. Ouais. Et on n'est pas non plus dans un gros suspense nécessairement, on est plus dans l'émotion, là, définitivement, dans ce film-là, je pense. Oui, il y a une coupure aussi, l'espèce de ton, là, c'est ça. Puis encore là, j'ai été déjoué, dans le sens, je pensais que c'était plus sur le truc. On dirait qu'il vivait quand même pour des... On dirait qu'il voulait pousser d'un moment. Il y a comme des... On dirait que dans tous ces films, il y a un moment. Ouais. C'est les bouts qui sont restés, qui ont marqué aussi l'histoire du cinéma. Puis on dirait que c'est très comme, OK, là, j'ai ce moment-là, on s'en va, puis je build pour arriver à ça. Ouais. Une espèce de... Puis en plus, il a inventé l'effet vertigo, ouais. Qui est comme nommé, qui est comme un... Explique-le donc, ça. En fait, c'est que, ben, c'est soit par en avant ou par en arrière, mais c'est que c'est un travelling, mettons, tu recules la caméra. Physiquement. Physiquement, tu recules, mais tu zoomes à la même vitesse que tu recules. Ouais. Fait que ton personnage va rester à la même place, mais c'est comme le fond va se distorsionner. Ouais. La perspective change, en fait, de tout ça. Et c'est encore utilisé, là. De temps en temps, tu vois ça dans des films très actuels. Ouais. Souvent, dans un moment, il y a une réalisation. C'est souvent ça, quelqu'un fait « Oh shit! » Comme le mur approche ou recule en arrière de lui. Pour l'époque, ça a dû... le monde a dû vomir. C'est comme nous autres, mettons, à cette heure, il faut aller voir IMAX 3D. Genre Gravity, IMAX 3D, là, on n'est pas bien. Mais eux, c'est juste voir ça, ça a dû capoter. Oui, c'est sûr. L'effet le plus marquant, autre que Hitchcock, c'est comme Jaws, qui est arrivé pas longtemps après. T'as le personnage qui, quand il se rend compte qu'il y a un requin, là, on a l'effet Vertigo qui revient. Ouais, c'est ça. Mais Vertigo, c'est ça, c'est vraiment un... Quand il va voir le mari qui veut l'engager. Oui, l'histoire rapidement, on l'a pas fait. Donc, on a un ancien détective qui a dû prendre sa retraite, s'est retiré parce qu'il y a le vertige. Donc, à cause d'un événement précis, il n'a comme pas pu rattraper le bandit à cause de sa peur des hauteurs. Ouais. Fait que là, il s'est retiré. C'est un peu ça. C'est aussi... il y a le vertige, mais je pense qu'il y a le traumatisme parce qu'il y a un policier qui est mort à cause de lui. Fait que c'est un peu tout ça. Mais fait que là, il s'est retiré. De toute façon... Il n'était pas jeune. Il n'était pas jeune, puis même que... C'est encore James Stewart. Ouais. Et ça n'a pas marché à l'époque, ce film-là. Puis Hitchcock, entre autres, il disait, je pense que c'est parce que James Stewart était trop vieux par rapport à Kim Novak, par rapport au livre féminin. Moi, ça me mélange. Là, j'étais comme, mon Dieu, il a l'air d'avoir 108 ans. C'est ça. C'est sûr qu'à l'époque, tout le monde avait l'air plus vieux que ce qu'il était. Là, parce que je ne me rappelle plus quel âge j'avais été voir, mais il était quand même vieux. Puis c'est temps mais tu sais, ça a tout le temps été à Hollywood aussi. L'homme, le lead est tout le temps très vieux, puis il y a tout le temps un intérêt romantique très jeune. Toujours. Ça a tout le temps été ça. Et donc, dans l'histoire, il y a comme une vieille connaissance de l'école qui l'approche en lui disant « J'aimerais ça que tu suis ma femme parce qu'elle a des comportements étranges. Je pense qu'elle est habitée par une ancienne âme, une ancêtre d'une arrière-grand-mère qui s'est suicidée. Fait qu'elle a des comportements bizarres, elle est comme possédée. Peux-tu la suivre? » Donc, lui, c'est ce qu'il va faire pour se rendre compte que c'était une astuce pour camoufler un meurtre parce qu'il a engagé, et là, je vais dans les spoils, il a engagé une actrice pour jouer sa femme. Donc, il suivait une actrice. Et sachant qu'il a peur des hauteurs, il savait qu'il pourrait dissimuler le meurtre de sa femme comme un suicide parce que le personnage de James Stewart n'irait pas jusqu'en haut de la tour dû à sa peur des hauteurs. Oui, exactement. Puis là, j'ai parlé juste de la moitié du film. Mais c'est ça, je m'allais dire, le film n'est pas fini. Mais ça fait un peu... tu sais, quand tu y penses, là, c'est un peu... tu sais, avec... Psycho aussi, il a fait une couple de fois l'espèce. On a un film jusqu'à moitié, après ça, c'est autre chose. Tu sais, Harry Astor avec Héréditaire, l'espèce de comme. On arrive en plein milieu, puis c'est comme nope. Tu sais, il y a du monde qui ont. Puis je trouve que c'est très payant. Par contre, Vertigo, je l'ai trouvé trop long, encore une fois. Mais ça, c'est le standard d'aujourd'hui. Il y a des trucs que j'aurais resserré parce que. Puis je comprends.
je peux comprendre à l'époque, là, mais c'est qu'il y a beaucoup de surexplications un moment donné, à la fin. Puis dans tous ces films. Oui, j'ai des exemples. Psycho, on en reparlera. Là. Psycho, c'est solide. Là, c'est comme solide. Tout le monde est à côté. Alors, je crois que tu as dit. Oui, gang de cave, je vais vous expliquer le film. Fait que là, mais bon, je peux comprendre qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait ce besoin-là. Pour les publics qui étaient niaiseux. Oui, c'est ça. non, mais qui étaient moins habitués à tous ces twists-là. Fait que ça gossait, mais Vertigo, écoute, moi, j'étais vraiment axé, puis j'ai pas été plus là que ça, mais sur les couleurs. Ouais. Puis ce que moi, je chantais, puis là, c'est vraiment... Puis peut-être qu'il y a du monde qui sont des méga fans vont rire de moi. Puis moi, j'ai pas été lire, mais ce que je chantais, puis dans Vertigo, le vert, c'est plus... quand c'est un état, soit pas fantôme, mais quelque chose qui n'est pas réel. Ouais. Le rouge, c'est soit le danger ou le. Mais tu sais, c'est le gros classique, le danger ou la passion. La passion. Puis le bleu, il y a comme une espèce de neutralité ou qui n'est pas dans le bon chemin. Parce que dans Vertigo, quand il va rencontrer pour la première fois, puis c'est extrêmement frappant, là, quand il va rencontrer le couple, il voit la femme pour la première fois. Le resto, là, les murs sont d'un rouge, mais d'un rouge pétant. Elle est verte, je pense. Elle est une robe verte. Puis c'est vraiment l'espèce de... T'es dans un piège. Puis elle, c'est pas vrai. T'sais. Il y avait quelque chose de ça. Mais l'affaire, c'est que j'essayais, puis à un moment donné, il joue beaucoup avec les couleurs. Fait que je savais pas si ça se maintenait, si c'était consistant. Mais tu sais, quand il va la revoir à son appart, la porte est rouge. Puis c'est comme des espèces de flags qui reviennent. Puis elle joue, tu sais, elle est verte, bleue, dépendamment comme dans l'autre partie. Là, elle joue avec les couleurs un peu. On n'a pas le choix de parler de l'autre partie aussi parce que c'est le gros du film, mais dans le sens où... De toute façon, là, je veux dire, les spoilers. Moi, j'avais pas vu Vertigo avant là. Puis je savais, là, je veux dire, c'est tellement un classique que je savais l'affaire de la tour. Que comme... Exact. Donc, elle n'est pas morte pour vrai. Celle Kim Novak, en fait, qui est une actrice engagée. Oui, c'est ça. Voilà, pour ceux qui étaient perdus. Donc, lui, il va la retrouver par hasard et va se mettre à... tu me fais penser à quelqu'un? Donc, il va vouloir la changer parce qu'elle était teinte. Il va vouloir qu'elle se reteigne. Il va vouloir la changer, ses vêtements, tout pour construire la femme de son fantasme, la femme de ses rêves, de ses souvenirs. Donc, quand elle est vraiment devenue l'ancienne, exactement comme au début du film, elle va sortir de la salle de bain et là, c'est illuminé d'un vert. Mais c'est justement, c'est quasiment coloré, là, j'imagine, parce que c'est un halo vert autour d'elle. C'est comme si c'était le spectateur, puis elle, c'est comme si c'était un peu le cinéma dans le sens où tu sais que c'est construit, mais tu acceptes de te laisser embarquer. Oui, mais je pense que c'est ça. Puis je pense qu'il était très méta pour son époque. Parce que si on revient à la scène que je voulais dire au début, quand il va rencontrer, c'est Gavin, là, je pense, le mari qui veut l'engager. Quand ils sont dans le bureau, c'est une scène de 5 minutes et quelques secondes. Et c'est tout un jeu sur justement la mise en scène. Comment... Parce qu'au début, je dois avouer, au début, j'étais comme, OK, ça me gossait un peu. C'était triste, ça bougeait. C'est comme une danse. Oui, c'est ça. Puis là, je fais, OK, non, il y a une danse qui se passe là. C'est vraiment le jeu de pouvoir, comment l'autre essaie de rentrer dans la tête, comment il prend le pouvoir, comment il bouge. Mais tu sais, un moment donné, il monte dans son bureau une autre partie. Il y a un step. Fait que c'est comme si c'était un stage. Puis là, à ce moment-là, James Stewart s'assoit comme un spectateur pour regarder. Puis là, ça devient un monologue. L'autre qui fait juste un speech. Pas nécessairement un speech à vendre, mais il part une histoire. Puis là, l'autre s'assoit dans un sofa qui est rouge, puis lui, il a une cravate bleue. Là, tu vois qu'il est comme minuscule dans le truc, jusqu'à temps que l'autre revienne. Puis là, c'est tout le jeu de comme, c'est ça, de tirer, donner du lousse, tirer, revenir, essayer d'attraper un appât. En tout cas, c'est ça. Il y avait un... C'est ça, il veut le convaincre, mais en même temps, il veut que ça soit sa décision. Fait qu'il va lui laisser un peu de jus, après ça, il va le ramener, il va le confronter, mais physiquement, tu sais. Et je voulais avoir tes impressions sur l'espèce de moment complètement psychédélique. Là, quand tout, c'est drôle. Oui, c'est ça. J'aime un peu ça. Mais c'est sûr que c'est d'une autre époque. Mais tu sais, bon, la face de Jimmy Stewart avec un spirale. Ouais, puis ça flash rouge, bleu. Comme des écrans de couleurs, tu sais.
Ben, je pense que la musique joue pour beaucoup parce que la musique est vraiment bonne de Bernard Herrmann. Puis ça me met dans un mood que j'aime. Puis c'est peut-être mon côté... C'est que je suis comme nostalgique d'une époque que j'ai jamais vécue. Là. Ouais, mais fasciné, tu sais, plus par ça. Moi, c'est l'affaire que j'ai le plus aimé du film. C'est là que j'ai fait, il y avait des couilles. C'est comme... Parce que ça devait... Parce que je me demandais à l'époque... Tu dis que c'était un flop, le film. Je savais pas, mais tu sais, dans le sens, est-ce que les gens ont été comme... Ouais. Ils ont troublés. Pourquoi? Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça flash rouge? Sa face flotte dans un truc qui spirale. Puis juste comme... Mais il veut te mettre... on comprend qu'il essaie de montrer tout comment il se sentait avec le vertigo. Exactement. Tout tombe, mais c'est comme d'une manière, je vais dire, impressionniste, entre guillemets, dans le sens que là, c'est ça. C'est pas juste voir l'acteur pas filer, c'est juste comme une séquence que tu vas te sentir comment lui se sent dans sa tête, comment il perd le contrôle. Parce que, essayer de mettre les émotions à l'écran d'une manière différente que par le comédien tout seul. Tu sais. Il faisait exactement ce que les réalisateurs de la nouvelle vague comme de Hollywood ont fait pas longtemps après, tu sais, avec des films comme The Graduate, Bonnie and Clyde ou Easy Rider, où c'était plus le feel qui est important, c'est plus l'émotion, plus que l'histoire même. Ça, je te disais, il y avait comme des moments, clac, il te faut un moment, puis ça, OK, ça c'était nice. Après ça, c'est mon regard d'aujourd'hui de resserrer des trucs, mais autrement, tu fais oh shit, OK. Il a beaucoup fonctionné comme ça. La plupart de ses films, bon, c'est pas un screenwriter, là, Hitchcock. Là. C'est tout des adaptations de livres. Mais souvent, il donnait des commandes à ceux qui réécrivaient, qui adaptaient en disant hey, moi, je veux que ça se passe au Mont Rushmore, même si c'est pas dans le livre. Fais-moi le lien qui va me mener à ça parce que je veux ces moments-là. Fait que des fois, ça pouvait paraître plus, mais c'est vrai, ça fonctionne beaucoup par gros moments, moments clés. Puis on peut passer justement... là, t'as l'air impatient. Là, Non, mais j'ai ouvert la porte volontairement. Bravo. North by Northwest, l'année suivante, 59. C'est pas le nom de l'enfant de Kanye West? Non, ben peut-être. Northwest. Northwest, oui, c'est ça. C'est ça. Je divague. Donc, avec Cary Grant, qui est un autre de ses acteurs fétiches, et c'est drôle pour l'anecdote, il ne voulait pas James Stewart parce qu'il était déçu, il disait qu'il était trop vieux. Fait que, il a pris Cary Grant, qui est plus vieux encore. Mais ça paraît moins. Ouais, mais ça, on va vu que tu es là-dedans. C'est là que ça m'a le plus mélangé. Là, c'est quand on voit sa mère. Qui a l'air d'avoir le même âge. Ouais. Puis c'est pas sa mère. Elle a 7 ans plus vieux. C'est l'actrice. Terrible. C'est terrible. Puis à l'écran, elle n'a pas l'air de 7 ans plus vieux. On a l'air du même âge. Juste comme. Pour vrai, là. Tu sais, c'est des affaires. Je suis comme, man, pour vrai, là. Force-toi, là. Quelqu'un avec les cheveux blancs au complet, sinon, là, c'est comme... Ça m'a gossé, là, des petites affaires dans t'as pas vu The Buzz, mais tu capoterais The Buzz. Mais ouais, c'est ça. Mais North by Northwest, tu veux expliquer un peu? North by Northwest, qui est peut-être le plus comme Hitchcockien, là, qui est comme... Mais je dirais quasiment aussi son truc plus grand public. Ouais. Puis ce que le monde disait, puis c'est le fil que j'avais un peu, ce serait quasiment le premier James Bond. Le James Bond non officiel, c'est ça. Parce que t'as vraiment le côté agent secret, t'as le côté vilain avec un objet qui est comme... Des microfilms. Des microfilms, c'est ça, de l'écoute électronique, le gouvernement... des trucs qui sont très James Bond avant le temps, quelques années avant. Moi, j'aime ce film-là parce que c'est ça, c'est plus léger, puis c'est beaucoup dans le punch, c'est beaucoup, tu sais, une poursuite, après ça, t'as comme une attaque, après ça, t'as une bataille, après ça, t'as une autre poursuite. On se promène beaucoup, hein, on va aux Nations Unies, on va au Mont Rushmore, on se voit dans plein milieu d'un champ. C'est vraiment le plus fun à regarder, tu sais, le plus divertissant, ce qui pourrait s'apparenter à plusieurs... Tu sais, celui qui est plus proche des films d'aujourd'hui, dans les gros films d'action, Mission Impossible de ce monde-là. Un film de mélange d'identité.
qui repose encore sur un quiproquo bien banal. Là. Il va, le personnage de Cary Grant va juste interpeller un serveur dans un hôtel au même moment où il y a un nom qui est appelé à l'interphone. Donc, tu as 2 criminels qui vont le prendre pour une autre personne qui ne l'est pas. Et il va être parti là, dans un tourbillon là, de criminalité, essayer de se sauver des méchants. D'alcool. Beaucoup Ben, d'alcool. c'est ça, Cary Grant, je le connais juste à travers les films d'Hitchcock, mais il est un peu plus funny guy. Il est comme... Petit côté... petit côté Roger Moore. Ouais, je m'en ai dit George Clooney, là, tu sais, dans notre époque. Là, c'est ça. La classe, mais tant le petit sourire dans l'œil. Ouais, exact. Mais ça c'est un autre truc qui m'a un peu gossé, dans le sens... c'était le fun, mais des fois, j'étais comme, OK, c'est peut-être too much. Parce qu'il vivait quand même il se fait poursuivre, il est comme... il est dans les nouvelles, comme s'il avait tué quelqu'un. Il y a comme un truc dans puis des fois, il est comme un petit gag, genre, c'est comme... Ouais, peut-être pas là, genre, tu sais. Des fois, j'aurais fait comme... Il avait peut-être dosé un peu le petit côté funny guy, là. Mais sinon, c'était intéressant. Encore là, je pense que c'est celui qui a le plus d'envergure aussi au niveau de la mise en scène. C'était fort. Il y a vraiment tout le temps le thème du damier qui revient partout dans les décors. Ouais. Parce que c'est comme un jeu. Il revient tout le temps avec l'idée du jeu d'échecs parce que c'est un jeu de poursuite, un jeu... Tu sais, c'est ça, qui a le contrôle du jeu, puis tout ça. Puis tout ça dans la scène quand ils sont dans le resto là, au Mont Rushmore. Là, quand ils arrivent... tu as le mur du fond qui est un damier d'échecs, carrément. Puis l'autre, il y a un mur de béton, mais là, c'est comme toutes ces lignes. En tout cas, puis tout est... La mise en scène là-dedans est assez folle. Tout le jeu de pouvoir qu'il y a entre les deux, là. Puis tout le long, lui, il est à côté sur le mur de béton, il est complètement écrasé. C'est assez intéressant, tout ça. Mais encore là, c'est ça, c'est que maintenant, tu fais comme... On a compris. Comme... Ouais, non, évidemment. On a compris. J'ai un petit kick, là. Ben moi, dans mes scènes préférées de ce film-là, j'aime tout le début là, de comme... Il se fait kidnapper, il se fait saouler, on essaie de setuper sa mort, puis il échappe à ça, puis après ça, quand il arrive avec les policiers, il retourne à la maison, puis tout est normal. Ben non. Ah oui, t'étais là au party. T'étais là, c'est le fun, tu t'es bien rendu, le taxi t'a ramené. Ah ben non, mais monsieur n'est pas là, il est aux Nations Unies, en train de faire un discours, puis là, lui, il est comme... Ben, what the fuck? Comment ça? Fait que, tu sais, personne ne le croit, mais lui-même ne comprend pas non plus de quoi il a été victime, tu sais. Puis après ça, ben, des scènes clés. Tu sais, la scène de l'avion, moi, j'aime ça parce que tu es juste en plein milieu d'un champ. Tu sais, ça fait vraiment original comme attaque. Tu te dis, il peut rien arriver. Ouais, parce que tu vois à 360 degrés. En plein jour, tu vois tout. Qu'est-ce qui peut arriver? Oh shit, OK. Okay. C'est vraiment très différent. Puis vers la fin aussi, là, quand il est... avant la fille aille prendre l'avion, là, juste lui qui va observer de manière cachée. Là, c'est le bout de plus James Bond là, qui va juste essayer de communiquer avec la fille qui est à l'intérieur pour pas... Parce qu'elle va se faire tuer. Ouais. Mais il y avait l'exposition un peu de comme... Le petit bidule avec les microfilms que j'étais comme... OK. Il fallait qu'il place. J'étais comme... Ah, OK. Oui, mais c'était très d'époque aussi. Là, ben, tu sais, il y a un terme qui revient souvent, je ne sais pas si tu l'as lu, là, mais le MacGuffin. Oui, le MacGuffin, c'est pas lui qui a inventé ça, mais il l'a beaucoup popularisé. Donc, c'est comme un objet ou un truc qui va être un peu le prétexte pour raconter cette histoire-là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le microfilm qui est dans la statuette à l'encan, on sent en balance. Ouais, c'est ça. C'est juste comme ça permet de faire une scène d'encan. Puis c'est intéressant de faire comment il va se sauver. Tu es dans un encan, il y a plein de monde. Puis il y a des criminels à toutes les sorties. Comment tu vas te sauver? Ah, ben, OK, il va juste bider comme un épais. Il va commencer à foutre le chaos pour que ça soit la police qui sorte. C'est quand même intéressant, mais il n'y aurait peut-être pas eu l'encan s'il n'y avait pas eu le microfilm. Non, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Mais là, je vois que le temps avance. Ah oui. Il faudrait aller à mon préféré. Ben, Psycho, 1960, qui est peut-être son film le plus connu. Oui. On ne se le cachera pas là-dessus. Tous ceux qui... Puis là, je te prends un exemple, là, ben, je pense que tu vas confirmer ça. Là, mais même si tu n'as pas vu Psycho,
t'es pas surpris en le voyant. T'as déjà vu la scène de la douche 1000 fois. Mais j'avais vu Psycho de Gus Van Sant. Ah, pour vrai? Ouais, oh my God! Ah oui, mais là, tu sais... non, mais c'est plus de l'époque, c'était en 98. 98, fait que j'avais 13 ans. Ouais. Puis là, je commençais à écouter des films d'horreur, puis là, ça sort. Fait que c'est comme... Ben oui. Il était accessible, il était au club vidéo, je l'ai loué. Puis c'est du plan par plan, fait que tu sais, c'est pas... C'est la même affaire, juste en couleur. Ah, il est en couleur, celle-là. Je pense qu'il est en couleur, oui. Ah ouais. Mais je suis plus sûr. Non, je pense que oui. J'ai vu des images. Mais quand même, Julianne Moore, William H. Macy, Vince Vaughn, c'est un gros casting. Ouais. Mais oui, c'était plan par plan, c'est la même petite affaire. Je me demandais juste pourquoi. Là. Ma question à Gus Van Sant, ça serait juste pourquoi. Ça, là, c'est une grosse question que je pense bien les gens se sont demandé. Ouais. Je pense que c'est une idée de vouloir se rapprocher du maître, de juste faire comme je vais le refaire, puis un studio qui me donne de l'argent. Je pense que c'est juste un trip. Là. Un trip, puis comme il y a quelqu'un qui a donné de l'argent avec comme bon, ok, je vais le faire. Ouais. Alors, celui de 1960, l'original, qui est fait en. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. À ce moment-là, Hitchcock, il a subi des flops avant, des films super dispendieux qu'il a fait. Tu sais, celui qu'on vient de parler, Don't by Northwest, ça a dû être dispendieux pas mal. Ouais. Et là, il était à la télé à ce moment-là aussi. Il s'est fait beaucoup connaître à la télé par une jeune génération. Donc, avec Alfred Hitchcock Presents, je pense, tout simplement. Donc, il a comme pris son équipe de tournage télé pour faire ce film-là, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Sinon, il a filmé en noir et blanc. Il n'a pas pris pour le lead masculin. Anthony Perkins n'était pas très connu. Non, c'est ça. Donc voilà, et on va y aller dans l'horreur. Et c'est vraiment le film qui a mis les bases de l'horreur par la suite. Là, définitivement, là, c'est peut-être le master film horreur qui a comme influencé surtout les slashers qui ont suivi. Exactement. Puis l'actrice aussi a engendré. Janet Leigh, il faut le dire, qui est celle qui se fait tuer dans la douche, et la fille. Et la mère. Et la mère, excuse. Là, t'es comme Hitchcock, t'es mêlé. Tu casses du monde plus vieux, plus jeune. C'est la mère de Jamie Lee Curtis dans les Halloween. Fait que la Scream Queen des années 80. Puis sa mère ne donnait pas sa place dans le cri non plus. Quand tu vois cette scène-là, tu fais ah ouais, sa fille, c'est la même chose dans Halloween. Là. C'était carrément ça. C'est les bases de l'horreur. Parce que c'est pas horrifiant pour nous, là, en 2020. Non, c'est vraiment pas épeurant. Zéro, mais là. le plan, quand la fin, là, quand la sœur, puis il cherche, puis quand à la maison, puis quand Perkins rentre dans le sous-sol, j'ai eu un petit... Cette face-là est hante le truc. On parle beaucoup de la scène de la douche et avec raison. C'est parce qu'à l'époque, ça hurlait dans les cinémas. Cette scène-là, c'était comme... Ah oui, ça... C'est un hit, là, c'est normal. Mais ouais, il y a des moments aussi, quand il arrive avec comme la perruque et tout, il y a comme une espèce de face démoniaque. Il y a une face démoniaque, puis cette face-là est terrifiante. Il y avait quelque chose de... la scène de la douche, c'était vraiment une prouesse technique, dans le sens qu'il ne voulait pas montrer le couteau dans la peau. J'imagine qu'il y avait un double truc. C'était côté, il n'y avait pas d'argent. Mm-hmm. Il y a plein de raisons. Puis je pense qu'il y avait, pas censure, mais je pense qu'il y avait peur aussi de trop être violent, que ce soit comme banni. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il y avait plein de trucs, ce qui a amené ce montage-là avec la musique. C'est la musique que tout le monde connaît. C'est là. incroyable. Mais c'est que c'est la découpe, comment il utilise le chant contre chant. Mm-hmm. Puis juste une main qui se balance de même, mais on voit jamais rien. Jamais. Et tout est dans le... Et puis c'est ça qui est hot, c'est qu'il a mis à la base de, finalement, ce qui est plus horrifiant, c'est pas tant de voir le gore, voir le sang gicler, puis voir le couteau rentrer dans la peau, que cette frénésie-là, tu sais, qui est comme... qu'on sait pas si... Ben non, dans ce moment-là, on pense que c'est la mère, mais comme... Mais c'est juste la folie de ce moment-là, plus que le montrer, en fait. Puis finalement, c'était du génie, faire ça. Ben oui, vraiment. Même en le réécoutant pour la millième fois, cette scène-là, pas le film en soi, mais juste la scène, il y a encore quelque chose qui vient me chercher avec la musique, les plans, tu sais, un gros plan sur la bouche d'elle qui crie. C'est tellement efficace. Puis même l'après, là, le tum-tum, tum-tum. Ouais, c'est ça. Elle est à tirer rideau, puis...
Là, on voit l'eau avec le sang. Mais ce qui devait être fou puis qui était comme dur pour nous à notre époque parce que c'était tellement connu, mais de le vivre sans savoir. Ouais. Parce que, puis c'est un peu ce que je disais, on disait avec Vertigo, justement, que le film à plein milieu, mané, claque, c'est autre chose. Ouais. Mais ce film-là, c'est exactement ça. En plein milieu, le personnage principal meurt. C'est fou, là. Là, t'es comme, OK, qu'est-ce que c'est? T'attends pas à ça, là. Il y a des réalisateurs par après qui ont comme repris cette façon de faire-là, puis moi, à mes yeux, c'est vraiment du génie. Mm-hmm. À partir de là, t'es comme, mais c'est quoi le film? Puis là, ça devient encore plus terrifiant parce que t'es juste comme, je ne sais pas dans quoi je m'embarque pour le reste. T'sais. Et puis, ce qui était brillant, c'est que dans le fond, ben, pour ceux qui n'ont pas vu le film, s'il y en a, mais moi, je ne l'avais pas vu vraiment. Mais, tu sais, dans le fond, c'est qu'elle elle vole de l'argent parce qu'elle a comme un amoureux qui a des problèmes d'argent, qui manque d'argent. Là, lui, il dit un peu, ben, je peux pas être avec toi tant que je n'ai pas réglé ça. Fait que là, elle a réussi à mettre la main sur un 40 000, puis elle part avec, un peu dans l'espoir de dire, je vais pouvoir payer tes dettes ou non, fait qu'on va pouvoir être ensemble. Blablabla. Mais ce qui est vraiment du génie, c'est l'utilisation de la musique. Il va mettre la musique toute la première moitié du film, à chaque moment où il y a quelque chose d'immoral ou de pas correct. Fait que quand on prend l'argent, il y a de la musique. Quand ils couchent ensemble de manière prémaritale, il y a de la musique. La musique revient tant avec l'argent. Fait que c'est tant comme, OK, c'est l'argent, puis c'est pas trop. Et ce qui amène, justement, que quand là, elle veut souper avec l'autre, je vais prendre une douche, pas trop, c'est après, je me mélange, là. Je pense qu'il y avait souper. Puis... Avec Norman Bates, il mange des sandwichs, tout ça, puis après ça, elle s'en va prendre sa douche. Après, c'est ça. Mais, tu sais, avant qu'elle mange, elle cache l'argent. La musique part au moment qu'elle touche l'argent, qu'elle cache dans la pièce. La musique arrête. Arrête. Puis là, quand elle arrive dans la... Il n'y a plus de musique. Fait que là, il a mis dans notre tête que tout est correct. C'est ça, exact. Mais c'est vrai, il n'y a pas rien de « on va prendre une douche ». Et là... Hey, le monde ils ont dû mourir dans la salle. C'est clair. Il est tellement manipulateur, là, puis c'est fou là, comment il réussit à le faire, à jouer sur tes émotions. Là. Puis tu sais, je disais que c'est pas horrifiant pour nous parce qu'on en a vu d'autres, mais c'est vrai que tu te mets à l'époque, ça doit être fou. Puis encore là, il y a d'autres plans aussi. Je trouve que Norman Bates, le personnage, là, il est quand même... tu sais, le dernier plan final, lui, sur un fond blanc qui fait juste... un regard caméra, c'est quand même quelque chose. Lui, quand il va enterrer la voiture de Marion Crane, puis là, il va juste... Je sais pas s'il regarde la caméra, je pense pas nécessairement, mais il est juste comme... il regarde au loin parce qu'il entend un bruit. Fait que t'as juste lui qui, après avoir commis un meurtre, là, il y a quelque chose dans les yeux, juste quand il est dans la pièce avec tous les oiseaux... mais ça, c'était un présage à Birds? Es-tu sûr qu'il y a un problème avec les oiseaux? Genre? Parce que quand j'ai vu ça, puis tous les oiseaux autour de Norman Bates. Aux yeux quand tu sais ce qui s'en vient. Là, c'est comme, OK, y a-tu... pour lui, l'oiseau, c'est le mal. C'est comme, je sais pas. Il y a eu un traumatisme d'enfance. Peut-être. Il se fait attaquer par une oie dans un parc. Là, puis mais c'est ça, quand il va sortir de cette pièce-là, il part du noir, puis il arrive au comptoir, puis je sais pas, c'est vraiment dans... C'est vraiment une bonne performance là, du vilain. Là, finalement, son minimalisme de réalisation, son minimalisme de technicalité parce qu'il n'y avait pas les moyens. C'était pas un choix, tant. Non, c'est ça, mais ça a donné quelque chose de complètement fou. Fait, il devait avoir pas assez d'éclairage, justement, puis il a joué beaucoup sur le contraste. Exact. OK, là, on n'éclaire pas dans le fond, il sort du noir, puis là. À quel point ça venait de lui ou de la problème technique. Ben, toute la scène de la voiture, comme tu t'as évoqué, mais un plan fixe sur elle avec le volant, puis tu entends justement les autres personnages qui ont parlé, la musique, puis ça devient de plus en plus noir parce que c'est le soir, mais c'est efficace, c'est super beau, là, la version restaurée de ça. Là. Moi, je l'avais vu au cinéma il y a quelques années là, sur pellicule. C'est incroyable. Fou, mais le seul vraiment fuck, on a mentionné tantôt, ben, la surexplication quand ils sont avec les policiers. Parce que, non, ce n'est pas doublement... J'avais oublié ça, puis j'ai... Aïe. Pourquoi? Parce qu'on a compris, là, ou même si on n'a pas compris... Effectivement, c'est plus nécessaire. Là. Tu pourrais faire une édition du film puis enlever cette scène-là. Mais... on catch qu'il y a quelque chose. Tu n'as pas besoin de savoir exactement la condition psychologique. Ouais. Puis là,
sûrement lui qui avait tué sa mère, puis l'amant, puis quand son père est mort, c'est là que ça a parti. C'est comme... mais justement, tu vois, il a mis les bases du cinéma qu'on disait de pas trop en montrer, puis à la fin, il explique. Il montre pas, mais il explique. Ouais. Ça, c'est l'autre bout que souvent dans le cinéma d'horreur, quand ils font, mettons, t'as un qui marche, puis t'as le 2. Ouais. Le 2, c'est comme on va expliquer l'origine de tout ça. C'est comme, non, tu viens de tuer le mystique autour, l'espèce de ce qui faisait peur, de comme, qui est complètement fadé. C'est comme, pourquoi? Je sais pas. Il est juste... Anyway, c'est un de ceux qui vieillit le mieux, je trouve, à cause de son minimalisme, parce que le noir et blanc. Le noir et blanc aide énormément à ça. Ouais. Puis c'est pas mal ça. C'est sûr que ensuite, pour quand même mentionner, 3 ans après, il a fait The Birds, qui est assez connu. Là. Tout le monde a déjà vu des extraits pas mal de ça. C'est sûr que là... les effets des oiseaux, plusieurs années plus tard, ça jure. Non, c'est ça. Il y avait des vrais oiseaux, mais tu avais des marionnettes, tu sais. Oh, ouais, mais c'est clair, là. C'est ça. Mais ça, c'était 63. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est quand même important. Puis il apportait aussi un petit côté, là... film apocalyptique-ish, attaque d'oiseaux. Là, je veux dire, il y en a eu plein par la suite. Là, que c'était pas des oiseaux ou des requins ou des n'importe quoi. Fait que, c'est l'ancêtre de Sharknado. C'était l'ancêtre de Sharknado, exactement. Fait que, il y avait quand même, encore une fois, le désir d'apporter quelque chose de nouveau. Puis c'est un film qui est sans musique aussi. Okay. Fait que ça, c'est quand même audacieux aussi. Là. Puis c'était même l'idée de Bernard Herrmann qui a fait la musique de Psycho et de Vertigo et plusieurs de ses films. Il a comme été consultant sonore, là, mais c'était comme, non, je pense que c'est mieux de pas de musique, juste les bruits d'oiseaux, puis créer un espèce de suspense autrement. Tu viens de le faire dans Psycho, là? Ouais, c'est Fais autre chose. Je sais pas si c'était ça son conseil, mais ça aussi, ça prenait des couilles là, de le faire. Ben, quand c'est ta job, tu fais comme, non, paye-moi pas, je ferai pas de musique. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin pour ça. Je suis comme, oh shit, quand même, tu sais. Quand même nice. Tu sais, même si c'est ça, comme j'ai pas tant trippé personnellement pour mes raisons à moi, que j'ai des problèmes. Mais, mais c'est que tu vois, tu fais comme, ah ouais, c'est lui qui a mis toute la base, tu sais. On parlait de Kubrick, peut-être Kurosawa, tu sais. Mais lui, il était plus dans un côté pop. Ouais. Tu sais, grand public, mais comment pousser l'enveloppe, comment oser des affaires dans un cinéma qui est hyper accessible. Hyper accessible, oui. Tu sais, plus qu'un Kubrick qui est très cérébral, très... symbolique. Symbolique. Lui, il est arrivé après puis il a poussé ça plus loin, mais tu sais, ouais, il y a ce côté-là de faire comme non, on peut faire de la culture pop, mais bien, fait clairement, tu sais, tous les Spielberg, De Palma, toute cette gang-là qui sont dans la culture pop, dans le film grand public, mais qui sont comme, non, on peut le faire bien. Ouais. Puis en le faisant bien, ça va être encore plus hot. Ouais. Ben oui, exactement. Parce que là, on va accrocher les gens. Ce ne sera pas juste garocher. C'est comme, non, on va les avoir, puis on va les amener avec nous autres dans notre suspense, au film d'aventure ou peu importe. Là. Fait que c'est clair. C'est clair qu'il a mis les bases de bien des affaires. Ouais. Et pour ceux qui trippent, il y a un documentaire qui est vraiment bon. C'est, on ne l'a pas mentionné, mais c'est Hitchcock-Truffaut. Oui. C'est François Truffaut qui, à l'époque, il a fait des entrevues avec Hitchcock qui ont donné lieu à un livre et plus récemment à un documentaire. Donc, tu as des entretiens. C'est pas filmé, mais c'est photographié et tu as le son. Et tu as des réalisateurs aussi comme Wes Anderson, Scorsese, Fincher, qui vont parler de leur amour pour Hitchcock à travers ça, en ayant beaucoup d'archives puis beaucoup d'images de ses films. Il y a un gros bout qui est dédié à Vertigo, un gros bout qui est dédié à Psycho. Le reste, on se promène. Fait que ça peut être le fun de poursuivre un peu. C'est pour ceux qui trippent là-dessus. Ah, voilà. Bonne nuit. À la prochaine. Bonne nuit. À la prochaine.